Très bien. On va parler après du titre, 2 minutes aussi. Voilà. Donc, Bruno Tertrais est un chercheur qui travaille à la Fondation pour la recherche stratégique et qui est aujourd'hui et depuis plusieurs années dans le système politico-militaire français, qui est le vulgarisateur sur la dissuasion nucléaire, la bombe atomique. Et merci beaucoup. Et moi, je suis un modeste vermicule de journaliste qui suit les affaires militaires depuis très longtemps, et notamment les affaires de dissuasion et de bombes atomiques. Notre idée a été de rassembler nos compétences. Bruno, extrêmement pointu sur la doctrine nucléaire qui se mesure au millipoil, et chaque président apporte sa pierre à l'édifice, et les petites modifications de discours ou de moyens militaires à cette stratégie. Et moi qui ai un regard un peu plus extérieur et qui questionne davantage la pertinence, la lisibilité, l'intérêt politique et tout ça. L'histoire qu'on raconte est une histoire de passion française. La bombe atomique, qui aujourd'hui est le parapluie de la stratégie française, donc de la nation, naît bien entendu de l'idée plus jamais ça. Plus jamais quoi? Plus jamais d'invasion du territoire, plus jamais d'humiliation complète par des armées étrangères, dont, je vous le rappelle, les gens de notre génération à tous, vous êtes plus jeunes que moi, mais les gens qui ont parlé avec leurs parents et leurs grands-parents ont tous connu des témoignages directs sur la France envahie, des frontières bousculées, et c'est arrivé 3 fois en moins d'un siècle, 1870, 1914, 1940. Donc la bombe atomique, à partir de 1945 et de l'arrivée de la 4e République, va devenir l'obsession de la classe politique française. C'est absolument pas une arme du général de Gaulle, c'est une arme qui a été voulue par l'intégralité de la classe politique française, socialiste compris, à partir de 1945, avec des efforts considérables que nous rappelons. Nous rappelons la genèse de cette arme, nous rappelons la décision de la lancer après l'épisode humiliant de l'affaire de Suez. Nous rappelons des quantités de choses peu connues. Par exemple, comment la première bombe a explosé juste avant au plus violent de la guerre d'Algérie, en Algérie, et comment elle a même explosé pendant le putsch d'Alger. Et nous avons pris la manière dont chacun des présidents de la Ve République a vu la bombe. De Gaulle a été celui qui l'a portée pour la réaliser et faire en sorte en quelques années que la France dispose ce qu'on appelle la triade, c'est-à-dire des sous-marins nucléaires, des avions, les Mirage 4, et des missiles au plateau d'Albion. Ça, c'est la volonté du général de Gaulle. Après, le président Pompidou, lui, il a eu... Et puis l'extraordinaire indépendance qu'a voulu mettre en place le général de Gaulle, puisque la bombe atomique est tout à fait consubstantielle à sa décision de quitter l'OTAN, par exemple, le commandement intégré de l'Alliance. Elle est tout à fait indissociable de sa posture de grandeur. Je vous rappelle que son énorme voyage autour du monde en 1968, il le termine à Mururoa pour voir des explosions. Et puis, son successeur, Georges Pompidou, va lui aussi va faire des changements. On raconte comment cette posture du tous azimuts du général de Gaulle va être affinée par Pompidou. Giscard, beaucoup moins convaincu de la nécessité de la bombe. Giscard laissant entendre plus ou moins qu'il ne l'utiliserait pas en premier, alors que la doctrine, le dogme, veut qu'on utilise la bombe de sa propre volonté, sans attendre qu'un événement extérieur l'impose. Donc si le président juge que la bombe doit être utilisée, il peut le faire. Giscard, il disait, il n'était pas net. Le cas le plus étonnant, celui sur lequel on s'arrête plus longtemps, c'est évidemment celui de François Mitterrand.
François Mitterrand, adversaire déterminé, farouche du général de Gaulle, est aussi quelqu'un qui est complètement opposé à la bombe, qu'il appelait la bombinette, auquel on lui prête l'appellation de bombinette. Mais quand il arrive au pouvoir, et à partir de sa préparation d'arriver au pouvoir, en ce jour de journée de la femme, on peut rappeler que l'immortelle formule de Georges Marchais, Liliane fait les valises, on rentre à Paris, est liée à la dissuasion, c'est-à-dire est liée à la décision de François Mitterrand d'accepter la dissuasion française. Et quand il devient président, il est plus attaché à la bombe que chacun de ceux qui l'ont précédé. C'est assez hallucinant. Elle devient de François Mitterrand, elle devient une composante absolument constante de sa politique étrangère. Sa relation avec la Russie, sa relation avec les États-Unis, les affaires autour de l'Allemagne, puisque je vous rappelle que certaines des armes françaises ne pouvaient être tirées que sur le sol allemand. Donc, dans ces 15 années de pouvoir, 14 années de pouvoir, il va faire énormément évoluer la position française et va arriver à la fin à des décisions qui vont préparer la réduction et la diminution de format et la réduction du modèle. Jacques Chirac, très gaulien dans l'esprit, très moderne dans la forme et dans la compréhension de la bombe, est quand même le dernier qui a vécu sous l'uniforme une guerre. Lui était pendant la guerre d'Algérie, tous les autres avant lui avaient fait la guerre. Et puis on arrive à la génération actuelle, je mets ensemble Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui sont vraiment des jeunes qui ne sont pas dans le même état d'esprit que leurs prédécesseurs, mais qui néanmoins ont parfaitement compris que la bombe est le chapeau de leur pouvoir. C'est-à-dire, qui détient le feu nucléaire, qui détient la bombe atomique en France, est le maître indiscutable c'est une arme qui est beaucoup plus que toutes les autres, qui est absolument, pour reprendre encore le mot, consubstantielle du pouvoir du président français, et plus encore que dans d'autres pays. Donc, c'est ça qu'on raconte, avec j'espère, beaucoup de légèreté, même si c'est quand même assez lourd. Et de profondeur. Et on pense que c'est un livre à mettre entre toutes les mains. C'est un livre qui peut permettre... alors, c'est un livre qui n'existe pas en ce sens qu'aujourd'hui, on a des livres, ou bien des livres partiels faits par des chercheurs qui racontent une histoire linéaire, ou bien des livres faits par des journalistes, ou bien des livres faits par des opposants à la bombe. Nous, on a croisé nos regards pour avoir une liberté de ton, voilà. Et puis, on est allé chercher aussi des histoires pas connues. On en parlait tout à l'heure avec M. Gottlieb. Raconter, par exemple, comment Georges Pompidou a décidé, on l'a découvert en écrivant, on ne le savait pas, comment il a décidé d'envoyer un sous-marin nucléaire en mer Méditerranée, par exemple, alors qu'on dit que les sous-marins nucléaires, ils ne doivent pas aller dans des mers fermées. Pompidou a fait ça au moment de la guerre du Kippour. Pourquoi ? Parce que les armes françaises à l'époque ne pouvaient pas réellement atteindre Moscou. Donc il voulait qu'elles puissent les atteindre, et pour ça il fallait se rapprocher de Moscou. Et on raconte plein d'histoires comme ça, il y en a plein, il y en a des successions. Pas tout parce que... Voilà, il faut que vous le lisiez, mais voilà. On apporte quelque chose de très nouveau, de très synthétique, de complet. C'est-à-dire, jamais on a eu un livre aussi complet sur l'histoire de la bombe, et en même temps, on va à l'essentiel, on n'est pas dans les petites histoires bébêtes.